Geoffroy Julien Koro. Oui, merci. Merci, Monsieur le Président. Lorsque je vous écoute, je suis content parce que nous sommes d'accord sur le fait que la démocratie se consolide à travers l'élection. Donc l'élection est accordée à la démocratie. Absolument. Mais à l'observation, en Côte d'Ivoire, l'élection participe à fragiliser la démocratie. Malheureusement. C'est pourquoi j'ai 4 préoccupations à vous soumettre et nous allons voir comment on peut échanger. D'accord. Quand nous prenons la Constitution ivoirienne, 8 novembre 2016, en son article 52, l'article 52 dispose que le suffrage est universel, libre, égal et secret. Et vous l'avez bien dit tout à l'heure, le suffrage est universel parce qu'il s'oppose au suffrage restreint. Au départ, était le suffrage restreint qui empêchait une catégorie de personnes d'être, n'est-ce pas, électrices et candidates. Le suffrage masculin, dont vous avez parlé, c'est-à-dire seuls les hommes votaient. Oui. C'est jusqu'au XVIIIe siècle aux États-Unis et même en 1944 en France que les femmes ont eu droit de vote. Le suffrage capacitaire, où seuls ceux qui étaient lettrés pouvaient être candidats ou voter. Et puis, on a le suffrage censitaire, où seuls les riches pouvaient être électeurs et candidats. Mais, Monsieur le Président, quand on prend notre Constitution, le Code électoral, à son article 55, le Code électoral impose un cautionnement de 50 millions pour être candidat à l'élection du président de la République. Autrement dit, c'est le retour du suffrage censitaire. C'est-à-dire que le pauvre peut être électeur, mais le pauvre ne peut pas être candidat. C'est une préoccupation, je veux qu'on en discute. Deuxième préoccupation, on dit que le suffrage est libre. La liberté du suffrage, c'est quoi? C'est-à-dire, je peux voter comme ne pas voter. Ça s'oppose à l'élection obligatoire. Mais moi, je pense que, vous avez tout à l'heure parlé de l'abstention, du fait que les gens ne partent pas voter. Du désintérêt même. Du désintérêt. Je pense qu'il faut faire le contraire. Le vote ne doit pas être une liberté, mais une obligation. Il y a déjà plus de 40 pays au monde qui le font, dans le Brésil, dans l'Égypte en Afrique, la RDC en Afrique. On est d'accord? Bien. Parce que si on me parle de liberté, mais ce n'est pas une atteinte à la liberté. Parce que quand on m'impose, par exemple, l'obligation fiscale, mais moi je peux dire, bon, ça ne m'intéresse pas de participer à la vie financière de l'État. Quand on me dit que l'école est obligatoire, mais moi je peux dire, mais attends, si je ne mets pas mon enfant à l'école, où est le problème? Mais nous connaissons la pertinence de l'éducation pour l'État et pour l'individu lui-même. La pertinence de l'impôt pour le fonctionnement de l'État. Mais comme vous l'avez si bien dit tout à l'heure, l'élection participe à désigner ceux qui conduisent au quotidien notre destin. Or, aujourd'hui, nous sommes dans la démocratie de l'abstention en Côte d'Ivoire. Je vous donne 3 exemples. Le référendum de 2016, 44% de taux de participation. Vous me corrigez si je me trompe dans les chiffres. 44% de taux de participation, inférieur à 50%. Cette constitution, elle est légale, mais elle est illégitime. Quand on prend les dernières élections municipales, prenons les 3 principales communes d'Abidjan. À Yopougon, le taux de participation était à 27%. 20% à Bobo, 19% à Cocody. Ces autorités élues ont une base légale, mais n'ont pas de base légitime. Ils ne sont pas légitimes. Autrement dit, le vote obligatoire va participer à combattre l'abstention et à consolider la légitimité des élus, parce que en démocratie et en politique, c'est moins la légalité que la légitimité qui conforte le pouvoir. Troisième préoccupation, le suffrage est égal, dit la Constitution. Mais l'égalité, c'est quoi? C'est l'égalité et des électeurs et l'égalité et des candidats. L'égalité des électeurs, c'est quoi? Un électeur, une voix. L'égalité des candidats, c'est-à-dire les candidats ont les mêmes moyens pour aller à la compétition, comme vous l'avez dit tout à l'heure. C'est une compétition. C'est pourquoi, dans les grandes démocraties, on fait ce qu'on appelle le plafonnement des dépenses électorales. Prenons l'actualité. Aujourd'hui, nous venons d'avoir les élections législatives en France. En France, il y a un plafonnement des élections législatives qui est de 38 000 euros. Converti en CFA, ça fait, je crois, 24 millions. Donc, vous avez 24 millions pour battre l'élection, pour faire campagne.
Ce qui fait que tous les candidats sont au même niveau. Si vous dépassez, vous êtes sanctionné. Et votre victoire vous est retirée. C'est pourquoi vous voyez par exemple le président Hollande, même le président Macron et les ministres sur le terrain aller avec les gens parce qu'on ne peut pas. Mais chez nous, il n'y a pas de plafonnement. De sorte qu'un milliardaire sera toujours candidat. Et c'est l'absence de plafonnement qui fait que l'Assemblée nationale n'est pas la représentation de la nation, mais la représentation des élites. On n'a ni de chauffeurs là-bas, on n'a pas de servantes à l'Assemblée nationale, on n'a pas de taximètres à l'Assemblée nationale, on n'a pas d'ouvriers à l'Assemblée nationale, on n'a pas de paysans à l'Assemblée nationale. Or, dans les grandes démocraties comme la France, par exemple, notre sœur Rachel Keke, elle est chef, elle est ménagère, elle est servante, mais elle est députée. Il y a plus d'une trentaine d'ouvriers au Palais Bourbon. Mais chez nous ici, l'absence de plafonnement fait que c'est seulement les élites, les classes populaires ne sont pas représentées. Dernière préoccupation, Monsieur le Président, très rapidement. Le vote est secret. Le secret suppose quoi? Qu'on ne doit pas savoir l'expression du suffrage d'un individu. D'où l'importance de l'isoloir. Mais il y a un problème à mon sens. L'article 55 du Code électoral, l'article 54 plutôt, du Code électoral dispose que pour être candidat, par exemple à la présidentielle, il faut un parrainage. Et le parrainage est donné par l'électeur. C'est une bonne chose. Seulement, un électeur ne peut pas donner plus de ce qu'on appelle d'un parrainage. C'est-à-dire que si moi, je suis électeur, j'ai parrainé le président Koulibaly, je ne peux pas parrainer la candidature de M. Ali de Yarasuba. Vous voyez que ça pose un problème. Ça veut dire qu'il y a une présomption de choix. Ça veut dire que j'ai porté mon choix sur M. Koulibaly. Autrement dit, mon vote n'est plus secret. Monsieur le Président, voici les 4 préoccupations. Très bien. Oui, merci beaucoup. Alors, je voulais faire 2 observations. Allez-y. La première sur l'intervention du Président relativement à mes remarques et la seconde relativement à la crédibilité de la Commission électorale indépendante. Alors, d'abord, le Président a dit que quand on parle de suffrage, on parle seulement que de l'électeur. Non, le vocabulaire électoral est clair. On parle souvent de suffrage et de scrutin. Le suffrage, c'est comment on vote. Et le scrutin, c'est comment on compte les résultats du vote. Et les deux, parlant des deux, les deux font allusion au binôme électeur-candidat. On ne peut pas parler d'élection sans parler du binôme électeur-candidat. Donc, et le scrutin et le suffrage renvoient à ce binôme. Donc, l'égalité dont on parle, l'égalité concerne et les électeurs et les candidats. C'est pour cela, comme je vous l'ai dit, dans les démocraties occidentales, on fait le plafonnement des dépenses pour pouvoir permettre cette égalité entre les candidats. Je propose que pour l'élection des députés en Côte d'Ivoire, on propose par exemple 5 millions pour la campagne électorale. Je propose que pour le président de la République, on propose 500 millions pour la campagne électorale. Ça va permettre à tout le monde de pouvoir compétir parce que, en fait, et ça me permet de rebondir sur votre deuxième intervention, nous sommes dans une république. La République s'oppose à la monarchie. La monarchie, le souverain, c'est le monarque. Mais dans une République, c'est le peuple. Et dans le peuple, dans la République, tous les citoyens sont égaux. Le président de la République n'est pas supérieur à quelqu'un. Dans une République. Mais quand vous dites, par exemple, en donnant l'exemple, qu'il y a un monsieur qui est venu, il n'a pas 50 millions et qu'on ne donne pas à n'importe qui et autres. Mais monsieur le président, excusez-moi, mais c'est des propos qui choquent un peu les valeurs républicaines. Justement, dans une République, il n'y a pas de farfelus. Tout le monde et tout le monde peut prétendre être candidat. Mais la vendeuse de Kabato peut être présidente de la République et mieux gérer la Côte d'Ivoire qu'un agrégé, qu'un fonctionnaire du FMI et de la Banque mondiale. Mais ça, vous le savez. Mais pourquoi vous dites, par exemple, que la pauvreté est un délit, que c'est n'importe qui, que, par exemple, on met la clé... Tous les citoyens. Le président Lula, le président brésilien, mais c'est un enfant de pauvre. Il n'est même pas allé à l'école. Le président Ronald Reagan, l'un des meilleurs présidents états-uniens, il n'a même pas le niveau élémentaire, c'est-à-dire le CP chez nous ici. Vous voyez, le président ukrainien aujourd'hui, mais c'était un humoriste. Un peu comme nous à Galawal ici et autres, etc. Mais parce que nous sommes dans une république, tout le monde peut prétendre. Tel que vous dites, c'est-à-dire que pour vous, seuls ceux qui ont l'argent, qui ont fait de grandes études, peuvent prétendre. Ça, c'est de l'aristocratie, c'est antidémocratique. C'est pourquoi je parle encore de plutocratie. Nous ne sommes pas dans une démocratie. Et quand on regarde bien, c'est la bourgeoisie qui nous gouverne. Regardez tous ces députés, tous ces présidents, tous ces candidats. Ce sont des hommes riches. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas la richesse qui décrète l'intelligence politique. Troisième élément, bon, la liberté, bon, ça c'est philosophique. Hein. On peut s'entendre comme ne pas s'entendre. Bon,
Ben, si je suis libre de ne pas voter, qu'on me permette aussi d'être libre de ne pas accepter les décisions prises par l'élu au choix duquel je n'ai pas participé. Voici la liberté. Moi, je n'ai pas participé au vote à Cocody parce que ça ne m'intéresse pas. C'est ma commune. Donc, les mesures prises par le maire de Cocody, je ne les respecte pas, ça ne s'impose pas à moi. Il faut que ma liberté se poursuive, continue. Mais vous dites non, tu es libre de voter ou de ne pas voter, mais tu es obligé d'accepter les décisions. Vous voyez que la notion de liberté, là, est un peu chose. Je pense que ce sont des réflexions. Je vous concède ce jeu. Maintenant, concernant la crédibilité de la CEI, non, le problème est d'une simple clarté. Vous l'avez bien si bien souligné, Monsieur le Président. Au départ, c'était l'administration. Tout le monde était unanime pour reconnaître que notre administration n'était pas impartiale, n'était pas neutre. C'est donc un aveu d'échec de gouvernance. De tous les régimes se sont succédés. Parce que l'administration, par définition, doit être neutre. Tout à l'heure, vous avez pris l'exemple de la France, avec l'actualité. Mais c'est le ministère de l'Intérieur qui organise les élections là-bas. Mais personne ne va discuter. On a vu aujourd'hui le ministre Darmanin, qui est le ministre de l'Intérieur, candidat à sa propre succession, en tant que député. Quand il est allé, il s'est mis en rang. Dans une république, on se met en rang. Il n'y a pas président de la République, il n'y a pas chose qui arrive en retard. Il s'est mis en rang pendant 35 minutes avant d'aller voter. C'est symptomatique. Et personne ne peut discuter parce qu'on fait confiance aux fonctionnaires. Mais chez nous ici, personne ne fait confiance aux fonctionnaires, à l'administration. C'est pour cela qu'on a mis en place la CEI. Mais on dit qu'elle est indépendante. Mais elle devait être indépendante vis-à-vis de qui? La CEI devait être indépendante vis-à-vis de l'administration. Mais que fait le représentant du président de la République, chef de l'administration, qui par ailleurs lui-même est président d'un parti politique, donc compétiteur électoral? Que fait le représentant du ministre de l'Intérieur, qui est lui-même par ailleurs membre d'un parti politique? C'est l'administration. Donc la commission électorale indépendante n'est pas indépendante de l'administration. Elle devait être indépendante des compétiteurs. Et ça va de soi. On ne peut pas organiser un match à SEC Africa et prendre un arbitre à SEC, un supporter de la SEC et des arbitres de touche supporters de l'Africa. Ça n'a aucun sens. Donc en d'autres termes... J'arrive. Terminé, je crois, Julien. En d'autres termes, les partis politiques ne devaient pas avoir leur Les partis politiques, il faut le dire, n'ont pas droit d'être au sein de la commission électorale. Voilà, il faut le dire. Cette commission électorale est dépendante des partis politiques. Parce que, vous voyez, quand on parle de représentants des partis politiques, ils disent non, ce ne sont pas nos représentants. Une fois qu'on est nomme, ils prennent serment et ils ne nous représentent plus. C'est ça. Vous savez, comme le disait Jean Jaurès, quand les hommes n'arrivent pas à changer les choses, ils changent les mots. C'est leurs représentants. Vous comprenez? Et donc, cette question repose avant tout sur une question de crédibilité. Et je le répète, la mise en place d'une commission électorale indépendante dans un État démocratique est un échec du dysfonctionnement de l'administration. Ce n'est pas un progrès politique, ce n'est pas un progrès démocratique. Il faut revenir à l'organisation de l'élection par le ministère de l'Intérieur. Cela suppose qu'on doit former des fonctionnaires neutres qui doivent avoir pour maxime le principe du devoir d'ingratitude. Oui, j'aimerais revenir un peu sur la question de la crédibilité. Je pense que, Monsieur le Président, c'est vrai que vous faites de très belles explications, mais tant que l'administration et les partis politiques seront au sein de la CEI, les Ivoiriens auront toujours un avis mitigé. Je pense qu'il faut laisser la CEI entre les mains de la société civile. Vous voulez dire l'organisation des élections? Oui, évidemment, l'organisation des élections à la société civile, entièrement à la société civile. Deuxième chose, c'est que ce n'est pas seulement que la CEI, parce que là vous avez parlé aussi des organes qui valident vos décisions ou invalident les décisions. Les juridictions. Les juridictions et surtout le juge électoral, par exemple le Conseil constitutionnel et aussi le Conseil d'État qui intervient aussi au niveau des élections. Et les juridictions de droit commun. Oui, évidemment, évidemment. Mais quand on regarde par exemple le Conseil constitutionnel, il y a 7 membres, dont 4 sont nommés par le président de la République, qui est lui-même, comme je l'ai dit, président du parti et acteur politique, compétiteur des joutes au niveau des élections. Et donc ça pose aussi un problème, comme je l'ai dit tout à l'heure, de confiance. Est-ce que le président du Conseil constitutionnel, nommé par le président de la République, peut, n'est-ce pas, se retourner contre le président de la République en cas de besoin? Et c'est un organe collégial qui délibère. Mais 4 déjà sont nommés par le président de la République. Vous
voyez qu'il y a un problème. Encore que les 3 autres sont nommés, 2 par le président de l'Assemblée nationale, qui est du même bord politique que le président de la République, et par le président du Sénat, qui est du même bord politique, par le président du Sénat, qui est du même bord politique. Il faut peut-être revoir, et ça c'est la réflexion, c'est pas à votre niveau, hein, c'est de façon générale. C'est ce que je m'apprêtais à Voilà, dire. justement, c'est pas à votre niveau, c'est-à-dire revoir comment la recomposition et de la CEI et du Conseil constitutionnel. Deuxième chose, vous avez parlé tout à l'heure du Sénégal, mais quand l'un des problèmes au niveau de la Commission électorale indépendante, c'est la proclamation des résultats. C'est la proclamation des résultats. Le droit est un résultat. Le résultat de l'évolution de la société. C'est la société qui conditionne le droit et non le droit qui conditionne la société. Le droit s'adapte donc par la technique de la révision et de l'abrogation à l'évolution de la société. Aujourd'hui, nous sommes à l'ère du numérique. Nous sommes à l'ère des télévisions, de plusieurs télévisions, et on l'a vu au Sénégal. À la fermeture des bureaux de vote, tout le monde, tout citoyen, les télévisions, les radios, proclamaient les résultats bureau par bureau. Les tendances. Les tendances. De sorte que, un jour après les élections, avant la confirmation par les organes officiels que vous avez cités, le Premier ministre Amadou Ba, candidat de la majorité présidentielle, a appelé le candidat du PASTEF, le président Bachirou, pour lui dire « Félicitations, monsieur le président ». Aucun organe officiel n'avait programmé des résultats. Mais parce que déjà, tous les citoyens avaient les résultats. Parce que le résultat appartient d'abord aux citoyens. Pourquoi en Côte d'Ivoire, on ne le ferait pas et qu'on attend que les résultats soient donnés officiellement avant qu'on puisse valider quoi que ce soit. Et puis, voilà. Allez-y.